Après un chapitre sur les consoles 8 bits puis 16 bits, j'avais pas envie d'enchaîner directement avec les 32 bits, j'avais envie de me permettre une certaine liberté chronologique en jouant à la Game Boy Advance directement après la Super Nintendo, puisque je trouve qu'il y a une certaine continuité entre les deux. En tout cas plus qu'entre la Super Nintendo et la Nintendo 64. La Super Nintendo, c'est la dernière console 2D qui était encore dans la tendance 2D, après qu'on prenne un virage totalement différent avec la 3D. La plupart des développeurs ne sortaient plus que des jeux 3D, et ce pendant des années, jusqu'à ce que la dernière console 16 bits sorte avec la Game Boy Advance début 2000. Mais déjà, à l'époque, je trouve que la Game Boy Advance était une console hors du temps. La plupart des gamers adultes, eux, ils jouaient sur la Xbox, sur la PS2, sur PC. Donc ça avait l'air vachement minimaliste et très enfantin, les jeux colorés en 2D qu'il y avait sur la Game Boy Advance. Donc pas mal de gens sont passés à côté. Et pourtant, je trouve que si t'as aimé la Super Nintendo, il n'y a pas de raison de pas aimer la Game Boy Advance. Et je pense vraiment que si ces mêmes jeux étaient sortis à l'époque de la Super Nintendo, et ben on aurait un autre regard sur eux. Donc c'est pour ça que j'avais envie de faire cet exercice de triquer mon cerveau pour lui faire croire que j'étais tout le temps en train de jouer à la Super Nintendo alors qu'en fait j'étais passé sur le catalogue Game Boy Advance. Comment je vais faire ça ? Bah, vu que je jouais sur le tube cathodique avec ma manette Super Nintendo, ce que j'ai fait, c'est que j'ai branché la GameCube avec le Game Boy Player et j'ai un adaptateur qui permet de brancher une manette Super Nintendo directement sur la GameCube. Donc ça évite de jouer à des jeux en 2D avec un joystick GameCube. Donc je peux continuer de jouer sur le tube cathodique avec une manette Super Nintendo à des jeux 16 bits. Donc l'illusion est totale. Je pense que ça peut être intéressant cette fois-ci, avant d'aller creuser les consoles 3D, de voir des jeux au style graphique similaire, mais voir comment ils se comparent alors qu'ils sont sortis à 10 ans d'écart. Si tu demandes à des gamers quelle est la meilleure ludothèque entre celle de la Super Nintendo et la Game Boy Advance, la plupart des gens vont te dire la Super Nintendo parce que c'est plus culte. Mais je pense que si tu regardes vraiment les qualités intrinsèques, ça doit se défendre. Il y a eu pas mal de portages Super Nintendo sur la Game Boy Advance, donc c'est pour ça qu'aussi le lien est assez facile à faire entre les deux. Mais on a eu aussi des suites de jeux Super Nintendo sur la Game Boy Advance. Je pense à Fire Emblem, à Metroid, à F-Zero, à Mother, et des jeux qui dans l'esprit reprennent justement cette patte graphique 16 bits. Donc même si c'est pas une suite directe, genre un truc comme Minish Cap, c'est vrai que ça fait un peu Super Nintendo dans l'esprit. Et tant qu'à faire pour cet épisode console portable, on va aussi s'intéresser aux Game Boy précédentes, mais aussi à certaines de ses concurrentes de l'époque. Vu que la SNES est déjà branchée, on va jouer à la Game Boy. Et on va passer assez vite puisque je l'ai déjà mentionné dans le premier chapitre où je parlais des jeux 8 bits. Mais comme je vous le disais, vu que c'est une console qui a eu une durée de vie extrêmement longue, et ben les jeux de la fin des années 90 sont très différents de ceux du début des années 90. Et même, pas besoin d'aller aussi loin dans le temps, dès que la Super Nintendo est sortie en fait, on a vu l'ambition grimper sur les jeux Game Boy, avec des titres comme Mystic Quest ou Zelda Link's Awakening. Même en restant en noir et blanc, les graphismes se sont améliorés, les jeux ont gagné en ambition, et puis ensuite on a eu les nouvelles variantes de Mario, puis Pokémon, et puis c'était des grosses aventures qui n'avaient rien à envier à la richesse de celles qu'on pouvait trouver sur console de salon. C'est pour ça que pour plusieurs titres, c'est encore assez stylé d'y jouer sur le Super Game Boy avec une vraie manette. Pokémon Or et Argent restant mes chouchous. Mais à l'époque, la Game Boy n'était pas seule. Il y avait la Lynx, mais ça j'ai pas trop dégagé de temps pour y jouer. Il y avait la Game Gear aussi. Alors j'ai pas la console, et contrairement au Mega CD, je vais pas l'acheter spécialement pour cette série de vidéos. Donc je vais y jouer sur émulateur. Déjà, je peux vous répéter les banalités sur le fait que les graphismes étaient en couleur, la console était rétro-éclairée, les graphismes étaient de meilleure qualité, mais ça avait un prix, 6 piles pour une autonomie de moins de 3 heures. Et aujourd'hui, tous les écrans de Game Gear ont vraiment vieilli et sont presque illisibles. Donc si tu veux vraiment kiffer la console, il faut en prendre une version avec un écran modé. Mais du coup, c'est pas vraiment comme à l'époque.
Sur émulateur, ça rend bien. Et même en gardant la résolution originale, j'ai été choqué par la qualité des graphismes. Je m'attendais à de la Game Boy en couleur, une Game Boy Color. Mais en fait non, c'est de la Master System, et même au-delà, je dirais. Les jeux sont fluides, sont très colorés, et ils sont détaillés en comparaison avec la Game Boy parce que la résolution de l'écran de la Game Gear est plus élevée que celui de la Game Boy. La Game Gear est connue pour avoir plein de portages Master System, mais il y a quand même quelques exclus sympas, et graphiquement, sur certains jeux, c'est presque de la PC Engine, hein. C'est impressionnant. Après, dans l'ambition et le gameplay, ça reste des jeux 8 bits, et vous savez ce que j'en pense. Donc, même si beaucoup de styles sont représentés, il y a beaucoup de jeux pas très originaux qui me lassent vite. Mais si on exclut les jeux multi-supports et les portages, je retiens surtout Defender of Oasis, Shining Force, GG Shinobi et Sylvan Tale. On enchaîne avec la Game Boy Color cette fois-ci. C'est marrant comment, juste en ajoutant de la couleur, les jeux Game Boy ont tout de suite l'air beaucoup moins austères. Et puis les jeux sont plus fluides dans l'ensemble, je trouve, alors que sur Game Boy, certains ramaient un peu. Par contre, obligé de reconnaître que la Game Gear reste supérieure parce que le rendu est moins pixelisé. Et j'ai remarqué que sur Game Boy Color, c'était assez rare que le personnage que tu incarnes ait plus de 2 couleurs, alors que sur Game Gear, c'est déjà plus récurrent. Ça m'a vraiment surpris parce que pendant très longtemps, je pensais que les graphismes des deux consoles étaient similaires, mais en fait non, la Game Boy Color a vraiment une patte distinctive qu'on reconnaît, qui est différente de celle de la Game Gear. C'est plus cartoon dans l'ensemble, c'est moins détaillé, mais sur certains jeux plus ambitieux, comme les Zelda Oracle ou Dragon Quest 3, même sans citer Shantae, je trouve qu'on est plus proche du rendu Super Nintendo que de celui de la NES. On a des décors qui rendent vraiment bien parfois, et quand il y a des cinématiques, c'est pas rare qu'on ait une image très détaillée qui prenne tout l'écran. D'ailleurs, en parlant de cinématiques, je trouve que les jeux Game Boy Color sont beaucoup plus scénarisés que toutes les consoles 8 bits précédentes. C'est sûrement dû au fait qu'en parallèle sur les consoles de salon, on commençait à avoir des vrais scénarios, mais c'est pas très commun sur une console 8 bits d'avoir ça. Donc on se retrouve avec des jeux qui ont l'air minimalistes, mais qui pourtant te bombardent de texte dès le début. Et ça, je vous avoue que ça m'a un petit peu blasé à force, parce que tu rentres moins facilement dans le jeu que sur la première Game Boy, où tout va beaucoup plus vite. Mais encore une fois, la première Game Boy avait une dimension un peu plus arcade. Et je trouve qu'au final, ça manque un peu sur la Game Boy Color. À essayer de faire comme ses grandes sœurs sur console de salon, elle essaye de raconter des histoires, mais de façon bancale. Ça parle beaucoup, alors que l'écriture est pas très bonne. Mais le fait que les jeux soient plus riches, à mes yeux, ça fait que la ludothèque est quand même au-dessus de celle de la NES. Et puis les jeux tournent bien. En termes de couleurs, c'est plus pétant, c'est de bon goût par rapport à la NES. Il y a plus de frames d'animation sur les personnages. Donc les jeux ont du style et c'est agréable à regarder. Et puis il y a plein de licences connues dessus. Même des séries cultes de la PlayStation ou de la Nintendo 64 ont eu des versions Game Boy Color. Après, souvent, c'était pas fameux. Et dans l'ensemble, je trouve que c'était une bonne console pour enfants. Quand tu connaissais pas très bien le jeu vidéo, t'avais pas mal de styles qui étaient représentés, mais aucun de ces styles n'était poussé à son maximum. Donc si t'avais déjà joué à d'autres consoles, tu retrouvais que des styles que tu connaissais, mais en moins bien que ce qu'on pouvait trouver sur Mega Drive ou Super Nintendo. À part Pokémon, ça c'est vrai que c'était assez unique. La Game Boy Color, c'était ma toute première console de jeux vidéo. Quand j'étais petit, j'avais 5 ans et demi. Et à l'époque, elle avait une bonne taille par rapport à celle de mes mains. Mais vu qu'aujourd'hui, elles ont bien grandi, je la tiens pas toujours de façon très optimale. Alors, je kiffe avoir une Game Boy Color dans mes mains, parce que ça me rappelle plein de souvenirs de presser tous ces petits boutons. Le petit caoutchouc des boutons Start et Select, même la croix, je kiffe, mais c'est pas aussi kiffant, je pense, que quand je la tenais quand j'étais enfant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aime bien pouvoir jouer avec une manette Super Nintendo sur le Game Boy Player. Voilà à quoi ressemblait une boîte de jeux Game Boy Color. Ça, c'est une boîte japonaise, et sinon j'ai une reproduction d'une boîte américaine. Comme pour la première Game Boy, et comme pour la Super Nintendo et tous les trucs Nintendo, c'était des boîtes en carton, mais avec quand même des notices de bonne qualité. Et cette fois-ci, c'est le tour de la Neo Geo Pocket Color, vu que je l'ai dans ma collection.
Graphiquement, c'est très similaire à la Game Boy Color, en étant quand même un petit peu au-dessus en termes de qualité d'animation et de fluidité, mais on reste toujours en dessous de la Game Gear en termes de résolution et de graphisme en général. La Neo Geo Pocket Color a pas eu un boost de pixels par rapport à une Game Boy Color. Donc le rendu est très semblable, mais l'écran est quand même légèrement plus grand que celui de la Game Boy Color. Légèrement. Hein. Mais le truc qui fait le charme de cette console et qui l'a fait se différencier de ses autres concurrentes, c'est qu'elle n'a pas une croix pour la direction, mais un petit stick qui clique. Dans le bus, ça fait du bruit, mais sous ton pouce, c'est la définition du plaisir. Et comme quasiment tous les jeux, c'est des adaptations de jeux Neo Geo qui se jouaient du coup avec un stick arcade, et ben on retrouve légèrement cette sensation-là grâce à ce mini-stick. C'est une console bien finie. Et en termes de ludothèque, c'est beaucoup plus arcade que la Game Boy Color. Beaucoup de jeux de baston ou de sport, mais pas de RPG ou de grosses aventures solo comme il pouvait y en avoir sur Game Boy. Ou même sur Game Gear. Il y a aussi quelques jeux de plateforme, mais on n'excelle vraiment pas ce qui se fait de meilleur dans le genre. Donc il n'y a pas beaucoup de jeux que je retiens dans des styles que j'aime, à part Neo Turf Master que je relance très régulièrement, parce qu'il est trop cool. Et ce qui est trop cool aussi, c'est le packaging des jeux. Les boîtes, elles sont en plastique, du moins en Europe, avec un petit système pour l'ouvrir qui rappelle celui des cartouches Neo Geo AES. Donc c'est des beaux objets, la cartouche est bien protégée à chaque fois dans un petit étui plastique, et les notices, c'est du classique. Enfin, ce qui nous intéresse le plus, enfin moi, ce qui m'intéresse le plus, la Game Boy Advance. Pour faire la transition entre la Super Nintendo et la GBA, j'ai joué à Metroid. Donc d'abord Super Metroid, et puis après ni vu ni connu, j'ai switché avec Metroid Zero Mission, et déjà là j'ai pu constater des différences dans le style, dans le feeling quand tu joues, même si le rendu graphique ça reste un rendu graphique 16 bits assez similaire. J'ai trouvé que sur Game Boy Advance c'était plus beau tout en étant plus pixelisé, en raison de la taille de l'écran original de la Game Boy Advance bien sûr. Quand je dis que c'était plus beau, je parle du style général, de la qualité des couleurs, de la sélection des couleurs choisies et des petits effets visuels qu'on avait déjà pas mal sur Super Nintendo, mais qui là sont encore plus poussés. Et sur la Game Boy Advance, généralement, je trouve que les animations sont meilleures, il y a plus de frames d'animation, des choses juste rendent bien plus fluides. D'ailleurs, Metroid Zero Mission a l'air plus fluide justement parce que tout défile plus vite, le personnage quand il saute, il réatterrit direct. Ça fait moins de lourdeur que sur Super Nintendo. Donc sur pas mal de jeux, la différence entre les deux consoles se constate pas uniquement par les graphismes, mais aussi par le feeling manette en main. Et il y a des tendances que j'ai réussi à identifier qui n'y avaient pas sur Super Nintendo, mais qui sont apparues avec les consoles portables. J'en avais déjà parlé, mais c'est l'apparition des scénarios dans le jeu qui sont beaucoup mis en avant, avec des cinématiques et beaucoup de dialogues. Encore plus que sur Game Boy Color, on sent que sur Game Boy Advance, toutes les actions que tu vas faire doivent être justifiées par un scénario. Donc là où sur Super Nintendo le scénario il était vite fait mentionné parfois sur la notice, là sur Game Boy Advance on a beaucoup de parlotte. Et ce même pour des jeux qui en ont vraiment pas besoin. Je trouve que ça pète un peu le rythme, surtout que là où sur Super Nintendo les cinématiques en gros c'était un peu des pièces de théâtre où tu vois les sprites qui se parlent les uns avec les autres. Sur Game Boy Advance, ils ont recours à une tendance très démodée qui n'existait vraiment pas sur Super Nintendo, c'était de mettre des images fixes, des screenshots de films, ça se voyait souvent d'ailleurs avec des adaptations de films à licence, mais on l'a vu même avec d'autres jeux vidéo, des screenshots d'images digitalisées, sous-titrées, pour qu'on ait l'impression que les personnages étaient en train de parler. Donc sur pas mal de jeux, ça offre juste un côté diapositive PowerPoint au scénario, alors que je trouve que ça a plus de charme quand on assume son côté rétro pixel art et il y a des sprites qui se baladent et qui discutent ensemble. Je trouve d'ailleurs que sur Super Nintendo, on assumait plus le côté pixel art, où parfois les personnages n'étaient pas ultra détaillés, tu pouvais compter le nombre de pixels sur la gueule d'un perso, mais ça rendait quand même bien parce que c'était ça le style 16 bits. Sur Game Boy Advance, dans des univers 2D, je trouve que souvent des jeux ont recours à des images digitalisées pour le sprite des persos, un peu comme Donkey Kong Country. Sauf que, avec une résolution pas énorme sur GBA, je trouve que ce style a un peu vieilli. Et pourtant, il y a pas mal de jeux Mario qui s'en servaient.
Une autre tendance que j'ai remarqué, c'est que sur Game Boy Advance, on a plus souvent recours à des voix digitalisées. Chose qui était un peu plus rare quand même sur Super Nintendo, mais même sur des portages Super Nintendo comme Zelda 3 ou Super Mario World, Nintendo ont rajouté des voix sur les personnages. Donc des youhou, ya ya. Généralement on a plutôt tendance à associer ça à des jeux en 3D, mais là c'est quand même bien fait. Autre tendance qui va dans le même sens que tout le blabla à cause du scénario, c'est aussi tout le blabla pour les tutoriels. Ouais, le futur du jeu vidéo a pas apporté que du bon, hein. Plutôt que de te laisser découvrir beaucoup de choses par toi-même, t'as beaucoup de textes qui t'expliquent plein de choses sur comment fonctionne le jeu, et souvent c'est pas essentiel. Et malgré tout, il y a un paquet de jeux Game Boy Advance qui sont excellents parce qu'on atteint les sommets de la 2D 16 bits. Donc d'un point de vue graphique, mais aussi surtout en termes de game feel. Il y a des jeux comme Zelda Minish Cap, Pokémon, Mother 3, les Metroid ou WarioWare, ça serait sorti sur Super Nintendo, mais ça serait considéré comme les meilleurs jeux de la console. Mais parce que c'est sorti en dehors de l'âge d'or des jeux 2D, la plupart des adultes les ont juste laissés passer sans s'y intéresser. Mais la GBA, c'est aussi l'abus des portages, donc ça a peut-être joué aussi sur la perception des autres joueurs. Les gars, ils ont quand même ressorti 4 anciens Mario séparément au prix fort. Mais que ça vous dissuade pas, il reste quand même des exclusivités. Le gros platformer de Nintendo, c'est plutôt Wario Land 4 au final. Ou alors Mario vs Donkey Kong, si les sprites digitalisés c'est votre cam. Typiquement, Mario vs Donkey Kong, il est super bien pensé, mais il y a tellement de bons jeux sur la GBA que je préfère pas trop m'y attarder. Alors que sur Super Nintendo, un jeu pareil, ça aurait été tellement plus rare que je m'y serais peut-être plus investi. D'ailleurs sur GBA, il y a un paquet d'expériences assez uniques. En dehors des grosses aventures solo, il y a des jeux à concept qui fonctionnent trop bien avec une console portable, typiquement WarioWare ou Rhythm Paradise, si tu veux bosser ton rythme sur des mini-jeux rigolos, mais aussi Kuru Kuru Kururin, qui est super fun. Et sinon, pour t'amuser des petites sessions, il y a des jeux de course comme F-Zero, Mario Kart Super Circuit, ou même un Super Monkey Ball en 3D. Mais je vais pas m'attarder sur les jeux 3D de la GBA. Il y en a eu plusieurs, mais justement, si je jouais à la GBA, c'était pour retourner dans cette époque 2D 16 bits, donc on va pas sauter les étapes. Et la plupart des jeux Game Boy Advance sont beaucoup plus clairs et lumineux que sur Super Nintendo, parce que l'écran de base était pas rétro-éclairé, donc il fallait compenser pour pas que ça soit trop sombre. En somme, jouer à la Game Boy Advance sur un écran cathodique avec une manette Super Nintendo, c'est de la balle. Ça te permet de réaliser que pour le coup, la Game Boy Advance était vraiment plus puissante qu'une Super Nintendo. Un petit peu comme une Wii est plus puissante qu'une GameCube tout en gardant un peu le même style. Et ça permet aussi de réaliser que les jeux sont bons dans un contexte. Quand l'industrie elle est tournée vers la 2D ou la 3D, ton appréciation de certains jeux peut changer. Dans les années 2000, les jeux 2D de la GBA sont perçus comme des petits jeux pour enfants, alors que ces mêmes jeux, tu les aurais sortis sur Super Nintendo, ils seraient encore méga cultes aujourd'hui. C'est mon avis. Parce que je pense que la ludothèque Game Boy Advance est plus intéressante que la ludothèque Super Nintendo. Déjà parce que sur Game Boy Advance, il y a plein d'exclus, mais t'as en plus la plupart des gros hits de la Super Nintendo qui ont eu un portage dessus. Donc c'est 2 en 1 quoi. Par contre les boîtes de jeux, c'est toujours de la merde à conserver.